Si le cancer n'est pas une maladie génétique, alors qu'est-ce qui peut expliquer la croissance déréglée de certaines cellules jusqu'à devenir cancéreuses? Cela a été clairement défini et décrit il y a de nombreuses années par le célèbre biochimiste et physiologiste allemand, le docteur Otto Warburg, dans les années 1920. C'est à cette époque qu'il a compris pour la première fois que toutes les cellules cancéreuses, quel que soit leur tissu d'origine, présentent une tendance à consommer moins d'oxygène et à produire en grande quantité un déchet sucré appelé acide lactique qui est rejeté par les cellules tumorales. Il a expliqué qu'il existait un processus en 2 étapes par lequel une cellule normale devenait une cellule tumorale à croissance déréglée. La première étape était une perturbation chronique de la capacité de la cellule à produire efficacement de l'énergie, l'ATP, qui est en fin de compte responsable de la vie. Sans ATP, rien ne peut survivre. L'énergie est la clé. Sans énergie, on ne vit pas. Alors, d'où vient l'énergie dans les cellules tumorales? Ce qu'Otto Warburg a montré, c'est que tous les cancers majeurs présentent une diminution de la consommation d'oxygène par rapport aux cellules normales. Mais une perturbation chronique de cette capacité à utiliser l'oxygène pour produire de l'énergie dans les mitochondries de la cellule conduit progressivement, c'est la deuxième étape, à un remplacement compensatoire et prolongé de l'énergie. Un remplacement de la phosphorylation oxydative, dépendante de l'oxygène, par une énergie issue d'un système indépendant de l'oxygène appelé fermentation. C'est ce qu'il a appelé la fermentation lactique, où l'acide lactique est un déchet de cette voie de fermentation. Et plus la quantité d'oxygène diminue, plus la production d'acide lactique augmente, ce qui conduit à une croissance cellulaire déréglée. Car nous savons maintenant que la régulation de la quiescence et de la division est contrôlée par les mitochondries de la cellule. Lorsque cet organite devient progressivement corrompu, la cellule, pour survivre et produire de l'énergie, se rabat sur d'anciennes voies de fermentation. Quand je dis qu'elles sont anciennes, ce sont les mêmes voies qui existaient dans toutes les cellules vivantes avant l'apparition de l'oxygène dans l'atmosphère il y a 2,3 milliards d'années. À cette époque, toutes les cellules étaient des fermenteurs. Il n'y avait pas d'oxygène dans l'environnement. Lorsque la photosynthèse est apparue, alors l'oxygène est arrivé et l'évolution biologique a pu se poursuivre. Mais les cellules cancéreuses ne font que revenir à ces anciennes voies de fermentation, ce qui conduit à une croissance cellulaire déréglée. Nous n'avons jamais trouvé de cellules tumorales qui ne présentent pas d'anomalies dans le nombre, la structure et la fonction des mitochondries. Cela semble être le problème principal et le mécanisme physiopathologique commun à tous les cancers, quelle que soit leur origine. Cette dépendance à un métabolisme de fermentation. Et comme je l'expliquerai plus tard, nous voyons les déchets de ce processus, sous forme d'acide lactique et d'acide succinique, qui est le déchet d'une fermentation du glutamine, la glutamine étant un acide aminé. Ainsi, les cellules cancéreuses fermentent réellement. Elles génèrent de l'énergie non oxydative à partir de 2 carburants différents. L'un est le glucose, produisant de l'acide lactique. L'autre est l'acide succinique, produit à partir de l'acide aminé glutamine. Les cellules cancéreuses continuent de produire ces déchets de fermentation, même en présence de 100% d'oxygène. Cela nous montre clairement que toutes les cellules cancéreuses, quelle que soit leur origine, dépendent de la fermentation du glucose et de la glutamine, ce qui alimente leur croissance cellulaire déréglée. De plus, en n'ayant pas de mitochondries structurellement fonctionnelles, elles ne peuvent pas utiliser les acides gras ou les corps cétoniques, car il faut de bonnes mitochondries pour brûler ces carburants. Et les cellules cancéreuses accumulent d'énormes quantités de gouttelettes lipidiques dans le cytoplasme. Les gouttelettes lipidiques, ils sont là parce qu'elles ne peuvent pas être métabolisées pour produire de l'énergie. Et si elles le sont, cela pourrait tuer les cellules tumorales. Donc, les cellules tumorales accumulent des gouttelettes lipidiques dans le cytoplasme. Parce que les mitochondries sont défectueuses, ce qui force la cellule à dépendre de la fermentation. Ainsi, les carburants respiratoires sont stockés dans le cytoplasme, car ils ne peuvent pas être utilisés pour produire de l'énergie. Cela nous indique maintenant comment nous pouvons tuer et contrôler les cellules cancéreuses. Nous devons restreindre les carburants fermentés cibles, le glucose et la glutamine, tout en amenant progressivement l'ensemble du corps à utiliser les corps cétoniques et les acides gras que nos cellules normales peuvent utiliser, mais que les cellules tumorales ne peuvent pas.
Si tu veux apprendre comment intégrer le régime kétogène et le protocole PressPulse dans ton traitement contre le cancer, rends-toi simplement sur school.com/keto for cancer French, la nouvelle communauté de notre analyste de recherche Johnny Rockermeyer. Dans cette nouvelle plateforme communautaire, tu peux échanger avec d'autres patients et apprendre de leurs expériences. Tu peux également facilement rechercher les contributions que d'autres membres ont déjà partagées. Tu auras aussi accès à notre salle de cours, qui offre des recommandations pratiques et des outils pour obtenir les meilleurs résultats, avec de nouveaux contenus chaque mois. Cette section couvre toutes les parties du protocole PressPulse que tu devrais mettre en place. En commençant par les concepts scientifiques généraux du docteur Thomas Seyfried, et nous te montrons comment commencer le régime kétogène, avec un aperçu de les meilleurs aliments, et ceux à éviter. De plus, nous avons préparé une liste de médecins spécialisés en thérapie métabolique, ainsi que des informations sur les médicaments, l'inhibition du glutamine et la thérapie à l'oxygène hyperbare. Alors, jette un œil à school.com/keto for cancer French. C'est une bonne question, on me la pose assez souvent. Comment expliquons-nous les différents types de cancers infantiles? Le cancer qui tue le plus d'enfants est le gliome de haut grade, c'est bien connu. Ce que nous savons, c'est que l'origine de tous les grands types de cancers provient d'une perturbation chronique de la phosphorylation oxydative, couplée à un métabolisme de fermentation compensatoire alimenté par le glutamine et le glucose. De l'énergie sans oxygène. Comment cela se produit-il chez un enfant, chez un jeune enfant? Parfois, cela peut commencer in utero, l'enfant naît et on découvre peu après la naissance ou dans la première année de vie qu'il a une tumeur. Ce que nous savons de la tumeur, comme pour beaucoup de cancers, il y a beaucoup de mutations génétiques dans certaines de ces tumeurs et dans d'autres, il n'y a pas de mutation génétique. Mais ce que nous savons, c'est que chaque cellule de cette tumeur, qu'elle soit apparue chez un jeune enfant, un adolescent ou un adulte, présente un problème physiopathologique similaire, à savoir, elles fermentent. Elles produisent une quantité significative d'énergie provenant de sources non oxygénées, comme la fermentation. Comment cela s'est-il produit? Cela s'est produit à cause d'une anomalie du développement précoce qui aurait créé une hypoxie intermittente, bloquant l'oxygène ou perturbant la capacité des mitochondries à fonctionner de manière oxydative à un stade précoce du développement. Il pourrait y avoir de nombreux facteurs de risque, quelque chose qui serait passé à travers l'utérus, la barrière transplacentaire. Cela pourrait être un cancérogène, un virus, cela pourrait simplement être une anomalie du développement. Quoi qu'il en soit, lorsqu'une population de cellules se développe et que sa capacité de phosphorylation oxydative est chroniquement interrompue, il y aura alors un passage compensatoire vers un métabolisme de fermentation, car évidemment, si le dommage est aigu, les cellules mourront et ne deviendront pas des cellules tumorales. Donc, quelle que soit cette anomalie du développement, qu'elle soit causée par un cancérogène, un virus ou simplement un problème de développement, n'importe lequel de ces éléments peut entraîner des dommages chroniques à la phosphorylation oxydative avec un métabolisme de fermentation compensatoire indépendamment des mutations présentes. Nous savons qu'il existe certains cancers cérébraux infantiles, les épandymoblastomes. Certains types d'épandymoblastomes ne présentent aucune mutation reconnue et pourtant ils se développent de façon dysrégulée avec un métabolisme de fermentation. Ce que nous observons aujourd'hui, c'est un nombre croissant de personnes atteintes de cancer chez les jeunes adultes, je dirais à la fin de la vingtaine, dans la trentaine et au début de la quarantaine. Nous voyons des chiffres bien plus élevés qu'auparavant. Le cancer a toujours été reconnu comme étant plus fréquent chez les personnes âgées de plus de 50, 60, 70 ans. Cela signifie que la plupart des cancers étaient diagnostiqués dans ces tranches d'âge. Lorsque nous examinons le cancer d'un point de vue métabolique, quel que soit l'âge d'apparition, quel que soit le sexe, nous trouvons le même problème physiopathologique commun, à savoir une dépendance à la fermentation alimentée par le glucose et la glutamine. Donc, que la tumeur cérébrale, le cancer,
apparaissent chez un très jeune enfant, un adolescent, un jeune adulte ou une personne âgée, la thérapie devrait être la même, c'est-à-dire cibler le glucose et la glutamine tout en passant au corps cétonique. Nous connaissons le problème sous-jacent, il se manifeste simplement à différents moments de la vie. Ce qui est vraiment remarquable, c'est tous ces jeunes adultes atteints de cancer du côlon, du poumon, du sein, tous ces types de cancers, c'est la preuve évidente que cela provient de quelque chose dans notre alimentation et notre mode de vie, et que ce n'est pas une condition héréditaire. Les causes du cancer sont des changements fondamentaux dans l'alimentation et le mode de vie qui entraînent des dommages chroniques accrus à une population de cellules dans un organe ou un tissu, menant à une croissance cellulaire dysrégulée, ce que nous appelons le cancer. Nous savons comment le cancer apparaît. Nous savons comment le prévenir, car si nous supprimons les carburants fermentescibles et que nous faisons passer le corps à des carburants non fermentescibles, nous pouvons clairement restreindre et réduire le taux de croissance. Et alors, une résolution possible par une intervention chirurgicale mineure, un traitement par radiothérapie ou même une chimiothérapie à faible dose peut potentiellement faciliter la résolution sans toxicité. Une fois que nous réalisons qu'il s'agit d'un problème métabolique, nous ajustons simplement les traitements et procédures en fonction de la situation liée à l'âge à laquelle nous sommes confrontés. Oui, l'incidence du cancer est en hausse, mais la stratégie de gestion du cancer progresse aussi une gestion non toxique. Une fois que nous comprenons que c'est une maladie métabolique, je pense que nous pourrons améliorer de façon significative la survie globale et la qualité de vie, que la personne atteinte de cancer soit un très jeune enfant, un adolescent, un jeune adulte ou même une personne âgée. Aujourd'hui, je vais parler un peu de la façon dont le cancer se développe et de ce qui pourrait être responsable du cancer. Parlons d'abord, qu'est-ce que le cancer? C'est une croissance cellulaire déréglée, une division cellulaire hors de contrôle. Comment cela se produit-il? Qu'est-ce qui sous-tend ce phénomène qui fait que les cellules d'un tissu ou d'un organe particulier de notre corps commencent à croître de manière incontrôlée? Eh bien, si nous consultons la page web de l'Institut national du cancer, il est écrit « Comment le cancer se développe-t-il » Et ce qu'il dit en réalité, c'est que le cancer est une maladie génétique, c'est-à-dire qu'il est causé par des modifications des gènes qui contrôlent la façon dont nos cellules fonctionnent, en particulier la façon dont elles se divisent. Donc le cancer est causé par certaines modifications des gènes. Quelles sont ces modifications? Comment elles s'expriment? Comment elles fonctionnent? Pourquoi elles déraillent? Est considérées comme des mutations dans ces gènes qui peuvent provenir d'un certain nombre d'agents provocateurs de l'environnement, de l'alimentation et du mode de vie, des choses comme cela. D'autres pages de l'Institut national du cancer disent que le cancer est constitué de nombreuses maladies différentes, cancer du côlon, cancer du sein, cancer de la vessie, cancer du cerveau. Nous avons différents types de mutations qui peuvent être présentes dans certains de ces cancers différents, bien qu'il existe certaines similitudes dans les mutations que l'on trouve. Mais évidemment, il va y avoir des différences dans le profil d'expression génétique, principalement parce que tous ces tissus ont leur propre architecture génétique unique. Mais quand nous regardons les cancers, est-ce que tous les cancers ont des mutations? Est-ce que toutes les mutations provoquent une croissance cellulaire déréglée? Ce sont certaines des questions que nous devons examiner. Il existe donc un nombre significatif d'articles montrant que certains cancers n'ont pas été trouvés avec des mutations. Nous avons les travaux de Parsons en 2008. Si vous regardez leur tableau 3, vous verrez que l'un des échantillons, l'échantillon BR20P, n'a présenté aucune mutation dans les 3 principales voies de signalisation, la voie P53, la voie PI3K et aussi dans la voie du rétinoblastome RB1. Il est intéressant de constater que lorsque vous trouvez une preuve qui ne devrait pas exister, selon la théorie des mutations somatiques qui dit que le cancer est une maladie génétique basée sur des mutations somatiques. Lorsque vous trouvez un échantillon qui n'a pas de mutation, comment expliquez-vous cela? Et ce qui est souvent fait, c'est on l'ignore. Et c'est exactement ce que les auteurs de cet article ont fait. Ils n'en ont pas discuté.
L'article de Greenman et du groupe de Michael Stratton en Angleterre décrit clairement un certain nombre de cancers du sein qui n'avaient pas de mutation. Sur la majorité des cancers du sein avaient des milliers de mutations, mais en utilisant leur technologie, ils n'ont pas pu trouver de mutations dans certains des cancers du sein. Encore une fois, cela devrait être un signal d'alarme. Cette preuve est incompatible avec la théorie des mutations somatiques, et pourtant, elle est ignorée. Donc, si vous voyez quelque chose qui est incompatible avec votre théorie, la première chose qu'un scientifique ferait serait d'essayer d'expliquer cela à la lumière de la théorie qui guide la recherche. Les travaux de Versteeg ont également décrit certains cancers sans mutation, en particulier dans l'épendymoblastom, une tumeur cérébrale de l'enfant. Il s'agit d'une tumeur cérébrale pédiatrique très agressive. Pourtant, certains types, certaines sous-catégories de ces tumeurs n'ont pas de mutation. Mais pourtant, les cellules se divisent de manière incontrôlée. Une croissance cellulaire déréglée en l'absence de mutations génétiques sont des données incompatibles avec la théorie des mutations somatiques. Pourtant, ces incohérences sont essentiellement ignorées ou non discutées pour des raisons qui ne sont pas claires. Je pense que des scientifiques compétents devraient être obligés de remettre en question les observations qui sont incompatibles avec la théorie centrale, la persistance de la pensée selon laquelle le cancer est une maladie génétique, alors que nous avons des preuves claires que, dans certains cas, cela ne peut pas l'être, n'est pas scientifique. Et pourtant, l'Institut national du cancer soutient toutes sortes de recherches sur le cancer en tant que maladie génétique. Tout cela conduit en partie au taux de mortalité persistant du cancer. 1700 personnes par jour aux États-Unis meurent du cancer, ce qui fait environ 60 décès par heure. Ce sont les données provenant de l'American Cancer Society. Si la théorie est fausse et que nous continuons à étudier et à développer des thérapies basées sur une théorie incorrecte, nous n'obtiendrons aucune avancée majeure.